Dans les rues animées de Paris, où les lumières des néons dansaient avec les ombres de la nuit, le restaurant La Lumière d'Or brillait comme un joyau au cœur du 8e arrondissement. Ses grandes baies vitrées laissaient entrevoir un monde de luxe, tables ornées de nappes blanches impeccables, lustres en cristal scintillant sous la lumière tamisée, et le murmure élégant des conversations entre hommes d'affaires, artistes célèbres et héritiers oisifs. Les serveurs glissaient entre les tables avec une grâce chorégraphiée, portant des plats raffinés dont les arômes de truffes, de beurre fondu et d'herbes fraîches emplissaient l'air. C'était un lieu où l'élite venait se montrer, où chaque geste était calculé, chaque mot pesé. Mais pour Élise, ce n'était qu'un travail, un endroit où elle disparaissait dans l'ombre des puissants poings. Élise, 28 ans, avait le visage d'une femme qu'on remarquait à peine. Ses cheveux châtains, toujours noués en un chignon serré, encadraient un regard noisette qui semblait voir au-delà des apparences. Elle portait l'uniforme noir et blanc du restaurant avec une dignité discrète, ses mouvements précis et efficaces, comme si elle avait appris à se fondre dans le décor. Pourtant, sous cette façade, Élise cachait une histoire qu'elle ne partageait avec personne. Fille d'un ouvrier et d'une couturière, elle avait grandi dans un petit appartement du 20e arrondissement, un monde loin des dorures de La Lumière d'Or. À la mort de son père, 5 ans plus tôt, elle avait abandonné ses études de littérature pour subvenir aux besoins de sa mère, atteinte d'une maladie chronique. Chaque mois, elle envoyait une partie de son salaire pour payer les médicaments, mettant de côté ses propres rêves. Élise était intelligente, avec une mémoire presque photographique, une capacité à retenir les détails les plus infimes, le nom d'un client, la façon dont il préférait son vin, ou une bribe de conversation entendue au détour d'une table. Mais ici, au restaurant, personne ne s'intéressait à ce qu'elle savait ou à ce qu'elle ressentait. Elle était invisible, une ombre parmi les ombres. Ce soir-là, l'ambiance à La Lumière d'Or était électrique. Une grande table au centre du restaurant accueillait un groupe d'hommes en costume impeccable, leur rire éclatant comme des éclairs dans la salle. À leur tête se trouvait Victor Langlois, un millionnaire de 45 ans, connu dans les cercles parisiens pour son empire financier et son arrogance légendaire. Victor avait les traits d'un acteur de cinéma, cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, yeux perçants d'un gris glacial, et un sourire qui semblait toujours dissimuler une menace. Il était le genre d'homme qui commandait l'attention sans effort, mais qui écrasait ceux qu'il jugeait indignes de sa présence. Ce soir, il était entouré de ses associés, des hommes d'affaires au regard calculateur, et d'une femme élégante qui riait à chacune de ses plaisanteries, son collier de diamants scintillant sous les lustres poings. Élise s'approcha de la table avec une bouteille de Château Margaux, son plateau tenu fermement pour masquer le léger tremblement de ses mains. Elle avait appris à ignorer les remarques désobligeantes des clients, mais quelque chose dans l'attitude de Victor la mettait mal à l'aise. Alors qu'elle versait le vin dans son verre, il leva la main d'un geste brusque, renversant le liquide rouge sur l'uniforme d'Élise. La tache s'étendit comme une blessure sur le tissu blanc, et un silence gêné s'installa à la table. Puis Victor éclata de rire, un son sec et cruel qui fit tourner les têtes des autres clients. « Regardez-moi ça !» s'exclama-t-il, ses yeux brillant d'une malice froide. « Vous ne pouvez même pas verser du vin correctement. Vous ne méritez pas de me regarder, savez-vous à qui vous parlez ?» Ces mots, prononcés avec une condescendance venimeuse, résonnèrent dans la salle. Les autres convives ricanèrent, certains détournant le regard, mal à l'aise, tandis qu'Élise sentait son visage s'enflammer. Elle baissa les yeux, serrant les dents, et murmura un « Je suis désolée, monsieur », avant de s'éloigner rapidement vers les cuisines. Dans l'arrière-salle, où l'odeur de graisse chaude et de pain frais contrastait avec l'élégance de la salle principale, Élise s'appuya contre un mur, le souffle court. Marie, une serveuse plus âgée aux cheveux grisonnants et au sourire maternel, s'approcha d'elle. « Ne le prends pas personnellement, ma chère, dit-elle en posant une main sur son épaule. Ces gens-là, ils se croient au-dessus de nous. Ignore-le. » Mais Élise ne pouvait pas ignorer. Les mots de Victor avaient ravivé une colère qu'elle gardait enfouie depuis des années, une colère contre l'injustice, contre ce monde où l'argent achetait le droit d'humilier les autres. Elle se força à sourire à Marie, mais son esprit bouillonnait. Dans les cuisines, Lucas, un jeune cuisinier au regard vif et à l'ambition débordante, remarqua son trouble. Lucas avait 25 ans, des cheveux bouclés et un rire communicatif qui contrastait avec l'atmosphère guindée du restaurant. Il rêvait d'ouvrir son propre bistrot, loin des contraintes de La Lumière d'Or, et il voyait en Élise une alliée, une amie qui comprenait ses aspirations.
Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce type, demanda-t-il en essuyant ses mains sur son tablier. Élise raconta l'incident en quelques mots, sa voix tremblante de rage contenue. Lucas fronça les sourcils. Victor Langlois, il se croit intouchable. Mais faites attention, Élise. Ces gens-là ne jouent pas selon nos règles. Elle hocha la tête, mais une partie d'elle refusait de se soumettre. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle était plus que ça, même si le monde refusait de le voir point et la soirée s'acheva dans une frénésie de plats servis et de verres vidés. Victor et son groupe quittèrent le restaurant, laissant derrière eux un pourboire insultant quelques pièces jetées négligemment sur la table. Élise, épuisée, commença à nettoyer la table, ramassant les serviettes froissées et les verres tachés de rouge à lèvres. Alors qu'elle empilait les assiettes, ses doigts frôlèrent un objet sous une serviette. C'était un petit carnet noir, à peine plus grand qu'un passeport, avec une couverture en cuir usé. Intriguée, elle l'ouvrit discrètement. À l'intérieur, des pages remplies d'une écriture soignée, des noms, des dates, des chiffres, et des annotations comme « Transfert 2 € » ou « Rendez-vous confidentiel Hôtel 2 ». La paix. Parmi les noms, celui de Victor Langlois revenait plusieurs fois, associé à une société appelée Aurum Investissement. Élise sentit son pouce accélérer. Elle avait entendu parler de cette entreprise dans les journaux, des rumeurs de fraude, de pots de vin, mais jamais de preuves concrètes. Ce carnet, était-ce la clé d'un scandale? Elle referma le carnet d'un geste brusque, jetant un regard autour d'elle. Personne ne l'avait vu. Son premier instinct fut de le remettre au vestiaire des objets perdus, mais une voix intérieure l'en empêcha. Et si ce carnet était une arme, une chance de rendre à Victor un peu de l'humiliation qu'il lui avait infligée? Elle glissa l'objet dans la poche de son tablier, son cœur battant à tout rompre. En rentrant chez elle ce soir-là, dans le métro bondé, elle ne pouvait penser à autre chose. L'appartement qu'elle partageait avec sa mère, un 2 pièces modeste aux murs jaunis, semblait encore plus exigu qu'à l'ordinaire. Assise à la petite table de la cuisine, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue, Élise ouvrit à nouveau le carnet. Les pages révélaient un réseau complexe, des noms de politiciens, des références à des comptes offshore, et une note énigmatique, assurer le silence de ses « avant le 15 ». Elle passa la nuit à lire et relire, incapable de dormir. Chaque ligne semblait confirmer que Victor était impliqué dans quelque chose d'illégal, peut-être même de dangereux. Mais que pouvait-elle faire? Dénoncer Victor serait risqué. Elle n'était qu'une serveuse, sans pouvoir ni relation. Et pourtant, une partie d'elle, celle qui avait supporté des années d'invisibilité, de mépris, voulait agir. Elle pensa à sa mère, endormie dans la pièce d'Axe en grave côté, dont les médicaments coûtaient plus que ce qu'Élise gagnait en un mois. Si elle s'en prenait à Victor, qui sait ce qu'il pourrait lui arriver? Elle se confia à Lucas le lendemain, dans un coin discret des cuisines. « Tu ne peux pas garder ça, murmura-t-il, les yeux écarquillés. C'est une bombe. Si quelqu'un découvre que tu l'as. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Élise comprit. Marie, en revanche, fut catégorique lorsqu'Élise lui montra le carnet. « Rends-le, Élise. Ces gens-là, ils ne laissent rien au hasard. Tu veux finir dans une impasse? » Mais Élise ne pouvait se résoudre à obéir. Pas cette fois. Elle cacha le carnet dans une boîte en fer sous son lit, déterminée à en apprendre davantage. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'un homme l'avait observée lorsqu'elle quittait le restaurant, un individu en costume sombre, debout sous un réverbère, son visage à moitié dissimulé par l'ombre. Il avait vu le geste furtif d'Élise glissant le carnet dans sa poche, et il savait exactement à qui il devait rendre compte. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec une boule au ventre, le carnet noir toujours caché dans une boîte à chaussures sous son lit. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les rideaux usés de son petit appartement, éclairant les murs où s'écaillait une peinture défraîchie. Elle avait à peine dormi, hantée par les mots inscrits dans le carnet, par les chiffres qui dansaient dans sa tête comme une énigme insoluble. Les noms, les dates, les sommes colossales, tout cela semblait appartenir à un monde si loin du sien, celui des puissants, des intouchables. Pourtant, ce carnet était maintenant entre ses mains, et avec lui, une responsabilité qu'elle n'avait pas demandée. Elle se leva, enfila un pull élimé et prépara un café, ses gestes mécaniques contrastant avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. Sa mère, encore endormie dans la pièce voisine, toussait doucement dans son sommeil,
un rappel constant des factures médicales qui pesaient sur les épaules d'Élise. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais la colère qu'avait allumée l'humiliation de Victor Langlois refusait de s'éteindre point. En arrivant à la lumière d'or pour son service de midi, Élise sentit une tension nouvelle dans l'air. Le restaurant, bien que moins animé que la veille, bourdonnait encore de l'énergie des clients habituels, des hommes d'affaires en costume impeccable, des femmes au sac à main griffé, et ce murmure constant de conversations feutrées. Elle ajusta son uniforme, taché malgré ses efforts pour nettoyer le vin renversé par Victor, et se mit au travail, portant des plateaux de hors-d'œuvre et de verres de champagne avec une précision mécanique. Mais son esprit était ailleurs. À chaque instant, elle jetait des coups d'œil nerveux autour d'elle, craignant que quelqu'un ait remarqué le carnet dans son sac, qu'un regard indiscret ait percé son secret. Elle avait glissé l'objet dans une poche intérieure, bien à l'abri, mais son poids semblait alourdir chacun de ses pas. Marie, la serveuse plus âgée, l'intercepta près de la cuisine, son visage marqué par une inquiétude maternelle. « Tu as l'air ailleurs, ma petite », murmura-t-elle en posant une main sur le bras d'Élise. « Ce type, Langlois, il t'a secoué, hein ? Oublie-le. Ces gens-là, ils ne valent pas ta peine. » Élise hocha la tête, forcée de sourire, mais les mots de Marie ne faisaient qu'attiser son dilemme. Oublier Victor, c'était accepter l'injustice, se résigner à être une ombre pour le reste de sa vie. Mais agir signifiait défier un homme qui pouvait détruire tout ce qu'elle avait. Elle murmura un vague « Merci, Marie », avant de retourner à ses tables, son cœur battant à tout rompre. Ce fut Lucas qui remarqua son trouble en premier. Dans l'agitation des cuisines, où les chefs criaient des ordres et où les casseroles s'entrechoquaient, il attira Élise dans un coin à l'abri des regards. « Tu fais une tête d'enterrement », dit-il, essuyant ses mains sur son tablier, ses yeux bruns pétillants d'inquiétude. « C'est à cause de ce carnet, pas vrai ?» Élise hésita, puis hocha la tête. Elle lui avait parlé du carnet la veille, incapable de garder un secret aussi lourd pour elle seule. Lucas fronça les sourcils, ses boucles brunes tombant sur son front. « Écoute, Élise, ce truc, c'est une bombe. Si Langlois découvre que tu l'as, il ne te lâchera pas. Tu devrais le rendre, ou le cacher quelque part où personne ne le trouvera. » Mais Élise secoua la tête, ses lèvres pincées. « Je ne peux pas, Lucas. Pas après ce qu'il m'a fait. Pas après ce que j'ai lu. » Elle baissa la voix, jetant un regard autour d'eux. « Il est impliqué dans quelque chose d'énorme. Des pots de vin, des comptes offshore. Si je rends le carnet, tout disparaît, et lui, il continue comme si de rien n'était. » Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu joues un jeu dangereux, Élise. Ces gens-là, ils ont des relations. Ils ne laissent rien au hasard. » Mais il n'insista pas davantage, et Élise retourna à son service, le carnet brûlant dans son sac comme un secret vivant. Elle ne pouvait s'empêcher de scruter chaque client, chaque visage, se demandant si quelqu'un savait. Était-ce cet homme en costume gris, qui la regardait un peu trop longtemps ? Ou cette femme au coin de la salle, qui tapait frénétiquement sur son téléphone ? La paranoïa s'installait, sournoise, et Élise se força à respirer profondément pour ne pas perdre pied. Ce soir-là, alors que le restaurant se vidait peu à peu, Victor Langlois fit son retour. Il entra avec la même assurance arrogante, accompagné d'un homme plus jeune, au visage anguleux et aux yeux froids. Élise sentit son estomac se nouer en le voyant s'asseoir à une table près des grandes fenêtres. Elle tenta de l'éviter, laissant une autre serveuse prendre sa commande, mais Victor la repéra. « Vous, là !» lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Venez ici. » Les autres clients levèrent les yeux, curieux, et Élise n'eut d'autre choix que de s'approcher, son plateau serré contre elle comme un bouclier. Victor la dévisagea, son sourire narquois dissimulant à peine une menace. « Vous avez trouvé quelque chose qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse, si basse que seule elle pouvait entendre. Élise sentit son sang se glacer. Comment pouvait-il savoir ? Elle força un sourire crispé, secouant la tête. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. » Victor plissa les yeux, son regard perçant comme s'il cherchait à lire dans ses pensées. « Faites attention, ma petite. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. » Il se pencha en arrière, reprenant son air désinvolte, mais Élise vit ses mains se crisper sur la table. Elle s'éloigna, le cœur battant,
et se réfugia dans les cuisines. Là, elle raconta l'incident à Lucas, qui pâlit. Il sait, Élise. Ou il soupçonne quelque chose. Tu dois te débarrasser de ce carnet, maintenant. Mais Élise refusait de céder. Non. S'il a peur, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Je ne vais pas lui donner ce qu'il veut. Cette nuit-là, de retour chez elle, Élise passa des heures à fouiller sur Internet, cherchant des informations sur Aurum Investissement et les noms mentionnés dans le carnet. Elle trouva des articles sur des scandales financiers, des enquêtes abandonnées faute de preuves, et des rumeurs sur des politiciens corrompus. Chaque découverte renforçait sa conviction. Victor était au centre d'un réseau de corruption, et le carnet était la preuve qui pouvait le faire tomber. Mais elle savait aussi que s'impliquer davantage était risqué. Elle pensa à sa mère, à sa santé fragile, et à la précarité de leur situation. Si elle perdait son travail, comment paierait-elle les factures? Et pourtant, l'idée de laisser Victor s'en tirer après l'avoir humilié, après avoir exploité tant de gens, lui était insupportable. Le lendemain, Élise prit une décision. Elle contacta un journaliste indépendant, un certain Julien Dupont, dont elle avait trouvé les coordonnées sur un site d'investigation. Elle lui envoya un message anonyme, décrivant brièvement ce qu'elle avait découvert sans révéler son identité ni mentionner le carnet. La réponse arriva presque immédiatement. Si vous avez des preuves, nous devons nous rencontrer. Soyez prudente. Élise sentit une montée d'adrénaline. Elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Mais les choses prirent une tournure inquiétante. En arrivant au restaurant pour son service du soir, Élise trouva une note glissée dans son casier, « Rends-le, ou ta mère en paiera le prix ». Les mots, écrits à l'encre noire, semblaient trembler sous ses yeux. Elle sentit une vague de panique l'envahir. Qui avait écrit cela? Comment savait-il pour le carnet? Elle chercha Lucas, espérant trouver du réconfort, mais il était occupé en cuisine, et son comportement semblait étrangement distant. Élise commença à se demander si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Après tout, il était le seul à qui elle avait parlé du carnet. Avait-il laissé échapper quelque chose? Ou pire, l'avait-il trahi? La soirée fut un calvaire. Victor était de retour, encore plus arrogant, commandant des plats coûteux et riant bruyamment avec ses associés. Élise évita sa table, mais elle sentait son regard peser sur elle, comme s'il guettait le moindre faux pas. À un moment, alors qu'elle servait une autre table, elle surprit une conversation entre deux hommes en costume. Ils parlaient à voix basse, mais elle saisit des bribes. Langlois, le carnet, il faut le récupérer avant que ça ne fuite. Son sang se glaça. Il savait. Quelqu'un dans ce restaurant, peut-être même parmi ses collègues, travaillait pour Victor. Alors que la soirée touchait à sa fin, Élise décida de confronter Victor. Elle attendit qu'il soit seul, près du vestiaire, en train de récupérer son manteau. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Monsieur Langlois », dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Il se tourna, surpris, puis un sourire narquois étira ses lèvres. « Tiens, la petite serveuse. Vous avez quelque chose à me dire ?» Élise sentit la colère monter en elle, une colère alimentée par des années de silence et d'humiliation. « Vous ne méritez pas de me regarder », lança-t-il, répétant ces mots de la veille avec une cruauté calculée. « Savez-vous à qui vous parlez ?» Cette fois, Élise ne baissa pas les yeux. Elle le fixa, son regard brûlant de défi. « Oui, je sais exactement qui vous êtes, monsieur Langlois. Et je sais ce que vous cachez. » Un silence glacial s'installa. Le visage de Victor se figea, ses yeux s'écarquillant légèrement. Pour la première fois, Élise vit une lueur de peur traverser son regard. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Les clients autour d'eux n'avaient rien entendu, mais le poids de cet instant semblait suspendre le temps. Victor se ressaisit rapidement, son sourire revenant comme un masque. « Vous faites une grave erreur », murmura-t-il avant de tourner les talons et de quitter le restaurant. Élise resta figée, le souffle court, consciente qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Mais le pire était à venir. En rentrant chez elle ce soir-là, Élise trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Son cœur s'arrêta. Elle entra prudemment, ses mains tremblantes, et découvrit que ses affaires avaient été fouillées. Les tiroirs étaient ouverts, les coussins du canapé renversés.
Elle se précipita vers la boîte à chaussures sous son lit. Le carnet était toujours là, intact, mais elle savait qu'elle avait été visée. Quelqu'un était entré chez elle. Quelqu'un qui savait. Et alors qu'elle se relevait, un bruit la fit sursauter, un craquement dans le couloir. Elle se tourna, le souffle coupé, et aperçut une ombre disparaître dans l'escalier. Était-ce l'homme mystérieux qu'elle avait vu près du restaurant? Ou quelqu'un d'autre, envoyé par Victor? La peur s'empara d'elle, mais une détermination nouvelle s'ancra dans son cœur. Elle ne pouvait plus reculer. Le carnet était sa seule arme, et elle était prête à s'en servir, coûte que coûte. Ce soir-là, Élise cacha le carnet dans un endroit plus sûr, un vieux coffre appartenant à son père, fermé à clé. Elle envoya un nouveau message au journaliste, confirmant un rendez-vous le lendemain. Mais alors qu'elle s'apprêtait à éteindre son téléphone, un dernier message anonyme apparut: « Tu ne peux pas te cacher. » La peur la submergea, mais elle la repoussa. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était Élise, et elle allait se battre. La nuit était lourde, oppressante, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Élise, assise à la petite table de sa cuisine, fixait le coffre où elle avait caché le carnet noir. Le message anonyme « Tu ne peux pas te cacher » tournait en boucle dans son esprit, chaque mot comme une aiguille plantée dans sa poitrine. Elle avait à peine dormi, hantée par l'image de son appartement fouillé, par l'ombre qui s'était glissée dans l'escalier, par le regard de Victor Langlois lorsqu'elle l'avait défié. Ce regard, mélange de surprise et de peur, était gravé dans sa mémoire. Elle savait qu'elle avait touché un point sensible, mais elle savait aussi que le danger grandissait à chaque instant. Le carnet, avec ses listes de noms, de chiffres et de secrets, était une arme, mais aussi une cible peinte sur son dos. Elle serra son café brûlant entre ses mains, cherchant dans la chaleur du mug un semblant de réconfort. Sa mère, endormie dans la pièce d'à grave côté, toussait par intermittence, un rappel cruel de ce qu'Élise risquait de perdre si elle allait trop loin. Mais reculer n'était plus une option. Le lendemain matin, Élise se rendit au restaurant avec une détermination fragile, comme un fil tendu au-dessus d'un abîme. La lumière d'or semblait différente, comme si les lustres scintillaient moins, comme si les murmures des clients portaient une menace cachée. Elle évita le regard de Marie, dont les conseils prudents « Rends-le, Élise, ne te mêle pas de ça » résonnaient encore dans sa tête. Elle chercha Lucas, espérant trouver en lui un allié, mais il était étrangement distant, plongé dans ses tâches en cuisine, évitant ses questions. Une fissure s'était formée dans leur amitié, une méfiance qu'Élise ne pouvait ignorer. Avait-il parlé à quelqu'un? Était-il impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans les événements qui s'enchaînaient? Elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ses doutes. Elle avait rendez-vous avec Julien Dupont, le journaliste, dans un café discret près de la gare Saint-Lazare. Elle glissa le carnet dans un sac en toile, dissimulé sous un foulard, et quitta le restaurant dès la fin de son service, le cœur battant. Le café était bondé, rempli de voyageurs et de Parisiens pressés, un brouhaha parfait pour passer inaperçu. Julien était déjà là, attablé dans un coin, un homme d'une trentaine d'années aux lunettes rondes et au regard vif. Il feuilletait un carnet de notes, son ordinateur portable ouvert devant lui. Élise s'assit, posant son sac sur ses genoux comme un bouclier. « Vous avez les preuves ?» demanda-t-il sans préambule, sa voix basse mais ferme. Élise hocha la tête, sortit le carnet et le fit glisser sur la table. Julien l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il parcourait les pages. « C'est énorme » murmura-t-il. Victor Langlois est impliqué dans un réseau de corruption qui touche des politiciens, des banquiers, peut-être même des juges. Si ça sort, ça va tout faire exploser. Il leva les yeux vers elle, inquiet. Mais vous savez ce que ça signifie pour vous, n'est-ce pas? Ces gens ne plaisantent pas, Élise déglutit, la gorge sèche. Je sais. Mais je ne peux pas me taire. Pas après ce qu'il m'a fait. Pas après ce que j'ai vu. Julien hocha la tête, notant quelque chose sur son carnet. Je vais vérifier tout ça, recouper avec d'autres sources. Mais il faut que vous soyez prudente. Cachez-vous, si vous pouvez. Et ne parlez à personne. Élise acquiesça, mais en quittant le café, elle sentit un frisson glacé parcourir son dos. Quelqu'un l'observait, elle en était certaine. Elle accéléra le pas,
se perdant dans la foule, mais l'impression d'être suivie ne la quittait pas. De retour au restaurant pour son service du soir, Élise apprit que Victor avait tenté de discréditer Julien et son journal. Une rumeur circulait déjà, un article diffamatoire contre la Lumière d'Or, accusant le personnel de vol. Élise comprit immédiatement que c'était une manœuvre de Victor pour la faire taire. Elle chercha Lucas, déterminée à éclaircir les choses. Dans la cuisine, loin des oreilles indiscrètes, elle le confronta. « Tu as parlé à quelqu'un, Lucas ? À propos du carnet ?» Il détourna le regard, mal à l'aise, ses mains triturant son tablier. « J'ai peut-être mentionné quelque chose à un collègue. Je pensais qu'il était digne de confiance. » La colère monta en Élise, mêlée de trahison. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Quelqu'un est entré chez moi, Lucas. Ils savent. » Lucas baissa la tête, murmurant des excuses, mais le mal était fait. Élise s'éloigna, le cœur lourd. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. Ce soir-là, Victor revint au restaurant, entouré de ses associés habituels. Son arrogance semblait intacte, mais Élise remarqua une tension dans ses gestes, une nervosité dans son regard. Il savait que le carnet était entre les mains de quelqu'un, et il la soupçonnait. Lorsqu'elle passa près de sa table, il l'arrêta d'un geste brusque. « Vous, la serveuse, dit-il, sa voix mielleuse cachant à peine une menace. Vous avez quelque chose à me rendre, n'est-ce pas ?» Élise sentit la panique monter, mais elle tint bon. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur, » répondit-elle, son ton neutre. Victor se pencha vers elle, si près qu'elle sentit son souffle. « Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous regretterez d'avoir croisé mon chemin. » Il se redressa, reprenant son sourire de façade, mais Élise vit ses mains trembler légèrement. Et la confrontation finale eut lieu plus tard, dans la salle presque vide. Élise, poussée à bout par les menaces, par la peur, par la trahison de Lucas, décida qu'elle ne pouvait plus se cacher. Alors que Victor s'apprêtait à quitter le restaurant, elle s'avança vers lui, sous les regards curieux des derniers clients. « Monsieur Langlois » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Vous pensez que vous pouvez humilier les gens, les menacer, les écraser ? Vous pensez que personne ne voit ce que vous faites ? » Un silence pesant s'installa. Victor se figea, son visage blêmissant. « Je sais tout » continua Élise, sa voix tremblante mais ferme. « Vos pots de vin, vos comptes offshore, vos mensonges. Et je ne suis pas la seule à savoir. » Les clients murmurèrent, les téléphones sortirent, et Élise sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Victor, pour la première fois, semblait à court de mots. Il quitta le restaurant précipitamment, son manteau traînant derrière lui comme une cape déchirée. Mais la victoire d'Élise fut de courte durée. Le lendemain, elle reçut un appel de Julien. « Ils savent que c'est vous, » dit-il, la voix tendue. « Quelqu'un vous a vu me donner le carnet. Vous devez partir, maintenant. » Élise sentit la peur l'envahir, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un homme entra dans le café où elle se trouvait. C'était l'homme mystérieux qu'elle avait vu près du restaurant, celui au costume sombre et au regard froid. Il s'assit à une table voisine, sans la quitter des yeux. Élise raccrocha précipitamment et quitta le café, son sac serré contre elle. Elle comprit que le danger était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Dès au retour chez elle, Élise trouva un message glissé sous sa porte, une photo d'elle, prise à son insu, avec un mot, « Dernier avertissement ». Elle sentit ses jambes trembler, mais une colère nouvelle monta en elle. Elle ne pouvait plus fuir. Elle contacta Julien, lui demandant de publier tout ce qu'il avait, coûte que coûte. Puis elle fit ses bagages, préparant un plan pour mettre sa mère en sécurité. Elle l'emmena chez une tante à la campagne, loin de Paris, promettant de la rejoindre bientôt. Mais avant de partir, elle devait régler ses comptes. Julien publia l'article le lendemain matin. Les gros titres explosèrent, scandale financier, Victor Langlois au cœur d'un réseau de corruption. Les preuves du carnet, recoupées avec d'autres sources, étaient accablantes. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les chaînes de télévision reprirent l'histoire, et Victor fut arrêté dans la soirée. Élise, cachée dans un petit hôtel en banlieue, regarda les nouvelles à la télévision, un mélange de soulagement et d'épuisement l'envahissant. Mais alors qu'elle pensait être enfin libre, une révélation la frappa de plein fouet. Julien l'appela, la voix tremblante. « Élise, il y a autre chose. »
Le carnet, ce n'était qu'une partie du puzzle. Langlois travaillait pour quelqu'un de plus puissant, quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Et ils savent qui vous êtes. Élise sentit son sang se glacer. Puis Julien ajouta, et Lucas, il n'a pas seulement parlé à un collègue. Il a été payé pour vous surveiller. La trahison de Lucas, son ami, celui en qui elle avait cru, la frappa comme un coup de poignard. Elle raccrocha, les larmes aux yeux, mais refusa de s'effondrer. Elle quitta Paris le lendemain, laissant derrière elle la lumière d'or et tout ce qu'elle avait connu. Avec l'argent qu'elle avait économisé, elle emménagea avec sa mère dans un petit village en Normandie, où les champs s'étendaient à perte de vue et où le silence remplaçait le tumulte de la ville. Elle commença à écrire un livre, racontant son histoire, celle d'une serveuse qui avait osé défier un géant. Mais même dans ce havre de paix, elle ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. Une lettre arriva un matin, sans expéditeur, contenant une photo d'elle prise dans les rues de Paris, avec un simple mot, « Bravo ». Était-ce une menace? Une reconnaissance? Elle ne le saurait jamais. Assise sur le perron de sa nouvelle maison, Élise regardait l'horizon, le carnet désormais détruit, ses secrets exposés au monde. Elle avait gagné une bataille, mais une question persistait. Avait-elle vraiment échappé à ceux qui l'avaient surveillée? Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'écho d'un combat qui, peut-être, n'était pas terminé.